continuons dans notre réflexion en rentrant encore un peu plus dans le vif du sujet. Euh, cette route qui quand même est équipée, j'allais dire à tout point de vue, à travers son support même, qui est devenu d'ores et déjà intelligent. Il y a des enrobés drainants, il y a des essais de routes solaires, je ne sais pas si ça marche très fort. Enfin bon, bref, en tout cas, il y a beaucoup de créativité. Et puis il y a des capteurs en régie, il y a des PMV, des panneaux à messages variables qui sont intelligents, des technologies nouvelles. Bon, donc la route a largement entamé sa marche vers l'intelligence. Bon, le problème, c'est qu'elle se heurte, donc on vient de le rappeler, à différents nouveaux défis. Alors, quelle est sa capacité de résilience? Elle a été assez grande jusqu'à présent. Est-ce qu'elle est mise au défi d'aller plus loin? Et quelle réponse peut-elle apporter de façon maintenant plus concrète à ces nouveaux défis? Et on évoquait, Madame Hydrac l'a rappelé, s'agissant du véhicule autonome, c'est un de ces défis, sous réserve, et effectivement Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, sous réserve que le véhicule autonome de niveau élevé, n'est-ce pas, n'est pas pour demain. Mais en revanche, il y a déjà, dans vos voitures, il y a déjà pas mal d'autonomie, il y a déjà des fonctions autonomes qui interagissent. Alors justement, est-ce qu'elles interagissent suffisamment avec la route? Quelle est votre vision des choses, Madame Hydrac? Moi, il me semble que ce qui ressort de manière assez convergente de ce qu'on a dit les uns les autres, c'est que la route servicielle, ça doit avoir du sens. Hein. La route, parce que là, maintenant, vous savez, tout est as a service. Hein. Vous avez Mobility as a Service. Donc au salon de l'auto, c'était absolument extraordinaire. Vous avez les pneus as a Service, bon, puisque Michelin, avec un M, est un acteur de la mobilité. Donc vous l'ignoriez peut-être, mais bon, c'était en tout cas évident dans les stands. Bon. Et donc, au-delà de la plaisanterie, je crois que l'orientation vers l'idée de service, je crois que c'est une tendance très 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 forte. Bon. Et on n'a pas encore entendu tellement, sauf peut-être à l'exposition là qui avait été faite justement en marge du salon de l'auto, la route comme rêve, la route comme expérience, la route comme un service. Bon. Et moi, il me semble que c'est peut-être pas la voie, mais en tout cas, c'est un mainstream qui me semble assez important. Bon. Alors, si vous vous positionnez là-dessus, bon, il y a un certain nombre de services, je dirais, sur la route, bon, qui se développent et qui rapportent d'ailleurs apparemment, qui sont d'une partie assez importante maintenant du revenu. Bon. Et puis, vous avez les différents services liés aux objectifs d'intermodalité et donc de services. Je vais donner un exemple sur l'intermodalité. Intermodalité, elle passe par des idées de rabattement. Bon. Par exemple, moi je pense qu'il y a des activités qui vont se développer, d'ailleurs il y a déjà quelques expériences, c'est les aires de rabattement, alors dans le fret on dirait groupage, bon c'est pas très joli pour des individus, bon, mais enfin bon, les aires de rabattement, les aires de stationnement pour le covoiturage, bon. Tout ce genre de choses, c'est de l'espace, c'est du pur routier, on n'est pas dans le truc compliqué où on va chercher des fournisseurs chinois, américains, etc. pour faire la connectivité, bon, ben, n'empêche que c'est extrêmement utile. Hein. Si on pense à l'un des enjeux majeurs qui est le périurbain pas tellement dense, le périurbain pas tellement dense, il y a deux choses qui ne marchent pas, c'est le lourd, enfin le transport lourd, parce que c'est trop cher, etc., etc., et c'est l'embouteillage permanent, parce que là les gens n'en peuvent plus. Bon. Pour éviter les deux, tout ce qui est, on vient avec sa voiture individuelle, éventuellement en covoiturage. On a pris le covoiturage sur une aire suffisamment grande pour que ça ne soit pas le bazar, qu'on n'ait pas peur, etc. Et que celui qui ne prend pas sa voiture puisse la laisser. Bon, tout ce monde-là va sur une aire plus grande où on récupère un car Macron, bon, avant d'éventuellement aller au RER ou je ne sais pas quoi. Bon, tout ça, c'est de la route. C'est de l'espace. Bon. Et il y a un certain nombre de cas où ça a l'air anecdotique, mais en réalité, c'est extrêmement important. Hein. Dans les plans de covoiturage que j'ai pu regarder personnellement,
le nombre de cas où ça ne marche pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace, où s'arrêter de manière sûre et où, je veux dire, organiser le transfert entre celui qui va laisser sa voiture ou sa moto et les autres. Bon, voilà. Donc, ce type de service, il n'est pas forcément toujours dans les grands machins ultra techniques, etc. Bon. D'où l'intérêt, effectivement, d'approches extrêmement locales, extrêmement territoriales et évidemment, comme d'habitude, transacteurs. Parce que c'est vrai que si pour créer une aire de covoiturage, on est soumis aux contraintes de ce qui est un petit bout de la voirie qui est départementale et l'autre qui est dans l'agglo, et puis qu'au passage, il y a 3 champs qu'on ne réussit pas à exproprier, bon, il faut dépasser ce genre de choses. Bon. De même que pour les véhicules autonomes, la base de la base, c'est que les routes soient en bon état. Moi, à chaque fois que je fais des tests de véhicules autonomes, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une petite fissure, c'est parce qu'il y a une petite bosse. Bon, je ne parle pas du marquage. Bon, une des raisons pour lesquelles les cas d'usage ruraux vont pas être si faciles que ça à développer, bon, c'est parce qu'il n'y a pas de densité, donc il y a question de modèle économique, bon, mais c'est aussi le marquage. C'est aussi bête que ça, hein. Y compris le marquage horizontal basique. Bon. Donc, pour rendre service, il faut déjà, pour être un bon support, il faut déjà être un support en bon état, en bonne forme et sur son métier. Et avec des idées et des initiatives sur son métier. Alors ensuite, la couche au-dessus, c'est que aujourd'hui, ce que la progression des technologies, c'est, bon, grosso modo, le senseur, les senseurs, les capteurs et tout ça, bon, voilà, véhicules autonomes et les constructeurs automobiles et leurs équipementiers, grosso modo, s'en occupent. Bon. Il y a la couche cartographie haute définition. Alors, cartographie haute définition, ça c'est vraiment un très grand enjeu actuel, avec pas mal d'acteurs israéliens, 1 ou 2 acteurs européens, notamment HIR, qui est un acteur allemand. Donc aujourd'hui, c'est un énorme sujet. Comme adjuvant, enabler, c'est entre le must-have et nice-to-have. Bon, en tout cas, enabler. Bon. Donc la cartographie haute définition, ça c'est vraiment une frontière complètement d'actualité. Et puis le grand sujet, c'est évidemment la connectivité. Et la connectivité, c'est le débat entre 5G ou notre 5G. Bon. Qui évidemment, comme ne se traduira pas de manière manichéenne par 5G ou notre 5G, évidemment. Bon, il se traduira par voilà, des technologies mixtes. On ne va pas jeter sans doute à la poubelle les outils et les procédures, etc., de ITCS et des routes intelligentes et de tous les systèmes de pilotage, coupe et compagnie qui ont existé sur d'autres formes d'outils de connectivité depuis des années. Mais c'est ça les débats technologiques aujourd'hui. Dans les expérimentations donc, que j'ai lancées, comme je disais tout à l'heure, il y a une couche de biens communs sur lequel on va essayer de mesurer les interactions justement entre les individus. Alors on ne sait même plus comment les appeler, on n'a pas encore trouvé de mots pour remplacer conducteur, donc, mais à la fois conducteur, passager, enfin un humain qui continue à être là quand même. Bon. Donc les interactions entre cet humain, une machine, qui d'ailleurs avait plutôt plein de machines, et un environnement extérieur dont la route. Dont les voies sur lesquelles les cas d'usage permettent à ce système et à cet individu de circuler dans certaines conditions de température et de pression. Voilà, donc ça sera l'un des éléments qui va être regardé. Les interactions en question feront partie des éléments qui vont être regardés. Moi, ce que j'aimerais bien à l'avenir, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'expérimentation, par exemple, de platooning sur autoroute. Alors,
Ça n'a pas été prêt pour le programme là, mais j'espère qu'il y en aura le coup d'après. Et un petit peu plus d'expérimentation sur vraies voies ouvertes, parce que pour l'instant, on est quand même pas mal soit sur carrément des voies dédiées, donc ça c'est des navettes shuttle, voilà, soit sur des voies plutôt dans des espaces du genre université, hôpitaux, zones d'activité, etc. Donc on n'est pas encore tout à fait mûr pour de la voie ouverte. Je crois que la LOM va ouvrir le champ de l'expérience, si je puis dire. Mais si vous permettez... mais c'est pas pour des raisons juridiques que ça se fait pas, hein. Pas du tout. Il n'y a aucun problème juridique en France. Bon. Il n'y a plus de problème juridique pour, non, pour pas faire du tout. Pour faire des expérimentations avec la loi PACTE, il n'y en a pas. Pas du tout. La loi PACTE permet par exemple de ne pas avoir d'humain à bord. Bon, on l'appelle quand même conducteur, mais il n'y a pas d'humain à bord. Bon, voilà. Mais il y a un humain quelque part, mais il n'est pas à bord. Bon. Ça tient à quoi alors le fait qu'il y en ait aussi peu Ça tient à quoi oui. Ça tient aux technologies et au business model. Ils ne sont pas prêtes finalement. Mais ça tient aux technologies et au business model. C'est parce que les maires, c'est de la faute de Roland Ris. Les maires ne veulent pas. Mais c'est pas du tout la faute. C'est pas du tout la. Mais pas du tout. C'est pas du tout la faute de Roland Ris. C'est que vous n'avez pas de fabricants de camions et surtout de chargeurs qui aient de l'appétence pour ça. Alors même si les modèles. Dans le transport des marchandises, il y aurait beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, mais il n'y a pas aujourd'hui d'appétence ou d'organisation sur le développement d'une demande par les chargeurs. Mais de façon plus concrète, quelles connexions doivent ou non exister entre la route et les véhicules? Parce qu'il y a quand même un débat de base que je crois Mir soulève en particulier, c'est que les véhicules sont capables d'être entièrement autonomes, donc finalement indépendants de la route. Bon. Donc à la limite, on pourrait dire, écoutez, la route, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas au cœur du débat, du moment que effectivement que le bitume est propre, si je puis dire, qu'il n'y a pas trop de bosses, on peut y aller. Bon. Ou est-ce qu'au contraire, ce développement doit impérativement être connecté, si je puis dire? C'est intéressant l'évolution, parce qu'on est dans un truc très 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 évolutif. Hein. Bon. Il y a un an, je vous aurais répondu, non mais attendez, le véhicule autonome, il se débrouille tout seul comme un grand, etc. Sinon, ça va être trop dangereux, s'il faut qu'il soit dépendant. Bon. Et éventuellement, parce que je vous aime bien et que je voudrais pas sortir avec le goudron ou des plumes, j'aurais dit, ah oui, mais c'est tellement nice to have en plus. Bon. Maintenant, on dit, il faut des redondances. Bon. Il faut des redondances, et en particulier, il faut des redondances dans des situations très critiques. Bon. Par exemple, les véhicules autonomes existants, ils savent se débrouiller sur autoroute, sauf quand il pleut et sauf quand il y a des travaux. Bon. Alors, chose qui arrive quand même assez souvent. Quoi. Bon. Et par exemple, pour les travaux, la connectivité ou certains éléments de connectivité peuvent être très utiles pour avoir une connaissance à la bonne distance. Parce que Galiléo, c'est trop grand et les senseurs, c'est quelques mètres. Bon. Or, les travaux, vaut mieux anticiper un petit peu. Bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'aspect fonctionnement. Bon. Mais sinon, ce qui me frappe, c'est qu'il y a énormément de situations dans lesquelles toutes sortes de gens vous disent qu'ils vont collecter des informations sur la route et s'en servir pour autre chose que les véhicules autonomes. Bon. Le nombre de fournisseurs divers et variés qui vous expliquent qu'ils vont donner aux collectivités locales des informations en quasi temps réel sur ce qui se passe dans les villes parce qu'ils auront pris des photos des trottoirs ou rassemblé des données sur les nids de poules, etc. Bon. Mais enfin, la terre entière imagine ça. Les fournisseurs de pneus, par exemple, vont voir les collectivités locales en disant mais c'est plus la peine que vous ayez d'inspection de cantonniers qui viennent voir l'état de vos routes, la vidéosurveillance n'est pas assez précis, et donc nous enregistrons dans les tours de roue l'état
réel de la voirie, et donc nous allons vous donner ou vous vendre les services qui vont avec ce genre d'informations, anticipation, maintenance préventive, etc., etc. Bon. Donc autour de tout ça, il y a des tas d'autres usages que ceux simplement de faire circuler des véhicules de telle ou telle caractéristique. Bon. Il y a par exemple les données qui peuvent être fournies aux commerçants sur les aires d'autoroute. Voilà, enfin, il y a tout ce genre de choses. Et tous les services qui sont liés pas tellement aux véhicules ou à la voirie, mais qui sont liés tout simplement au déplacement. Bon. Et qui peuvent intéresser les collectivités et toutes sortes de business. Michel Maire, quelles doivent être les bonnes relations entre la route et l'infrastructure, ou les relations tout court, alors en milieu urbain en particulier? Je ne sais pas, l'une des questions, par exemple, qu'on pose, et que pose MIR d'ailleurs, c'est que le véhicule autonome, plus ou moins autonome, va-t-il augmenter ou diminuer la congestion? Non, mais les avis sont partagés. Dans quelle proportion? Bon, est-ce qu'on peut considérer que les impacts sur la sécurité routière sont, eux, seront bons ou pas? Quelles sont les limites de ces interactions en milieu urbain en particulier, ou périurbain? Quelle est votre analyse là-dessus? Alors, je vais répondre, disons, de façon un peu indirecte à votre question, en évoquant la différence entre la technicité et le politique. Moi, je suis un homme politique, donc moi, je ne suis pas en capacité de dire il faut faire les routes comme ceci ou comme cela. Je peux simplement dire qu'il faut que les routes, dans toute la mesure du possible, soient plastiques. Non pas en plastique, mais plastiques, c'est-à-dire à usage multiple et évolutif, parce que quand on construit une route, c'est pour un certain temps, et les progrès, alors je reprends toujours la trottinette, ça va très très vite, et ça apparaît un jour, parfois, je ne sais pas ce que donnera la trottinette dans 5 ans, mais ça peut aussi s'arrêter. Donc il faut que la technicité de la construction d'une route, sans prévoir les évolutions d'usage, les rendre en tout cas possibles, puissent s'adapter en quelque sorte. Mais ce qui est mon rôle à moi, Anne-Marie Idrac l'a évoqué au début de son propos, c'est comment on gère ces situations, comment on gère l'usage de la route. Et moi, je reste sur le concept, un peu ancien maintenant, hein, des zones de pertinence des modes. Selon les territoires, la nature des territoires, les densités, l'urbain dense central, le périurbain, le rurbain, le rural, selon les territoires, il y a des usages différents des routes. Je serais presque tenté de dire il y a des routes différentes, d'une certaine manière. Des routes différentes. En tout cas, des usages différents de la route. Et du coup, c'est toute la question de l'intermodalité que tu évoquais tout à l'heure qui est posée. Comment on gère le passage d'un territoire à un autre? En règle générale, les villes sont, comme on dit, ou on disait, radioconcentriques, c'est-à-dire qu'elles ont des densités, des natures de territoire variables selon qu'on est dans le cœur, notamment historique des villes, ou dans la première couronne, la deuxième couronne, etc. Donc moi, je pense que la route, elle doit, mais le transport public aussi, il ne sera pas le même selon les territoires dans lesquels on est. Donc moi, je suis très, alors là, de ce point de vue, très ODD. Vous l'avez remarqué, hein, j'ai le PINS pour ça. Pour les
ODD, c'est français. Hein, c'est Objectifs du développement durable. C'est les objectifs du développement durable. Les 17, avec les 17 couleurs qui sont dans le PINS. Et dans ces 17, il y a évidemment le développement durable, la mobilité, etc. Donc je pense que les Nations Unies ont adopté ces objectifs à la quasi-unanimité en 2015, sauf erreur de ma part, et la recommandation, c'est de les territorialiser, c'est-à-dire de les concrétiser sur les territoires. L'expression est un peu impropre en français, mais ça doit venir de l'anglais, je suppose. Donc c'est là-dessus que, à mon avis, il faut, enfin, que l'homme politique que je suis doit avancer. Mais dans la souplesse, dans l'expérimentation et donc dans l'évaluation de ce qu'on fait. C'est bon, on l'étend. C'est mauvais, on l'arrête. C'est médiocre, si je puis dire au sens ancien du terme, c'est à améliorer. Donc on apporte les amendements. C'est ça, les expérimentations. On est un peu frileux là-dessus parce qu'évidemment, il y a derrière des investissements importants qui peuvent éventuellement avoir été consentis sans avenir, quoi, sans qu'ils puissent être maintenus. Voilà, donc construction, et là, en règle générale, l'homme politique, il n'a pas intérêt à dialoguer avec les techniciens en direct. Il a plutôt intérêt à mettre des techniciens d'avis différents l'un en face de l'autre et d'arbitrer avec son bon sens dans la mesure du possible. C'est en tout cas comme ça que je travaille depuis longtemps à Strasbourg. Je fixe les orientations, vous les mettez en œuvre comme ceci ou comme cela, et vous venez en parler devant moi, et puis on verra dans quelle direction on va. Voilà. Je n'ai pas varié là-dessus depuis pas mal d'années, on va dire. Deux petites questions complémentaires rapides, M. Ries. Est-ce que, d'une part, les expériences que vous avez faites de véhicules autonomes ou de navettes autonomes à Strasbourg ont été concluantes, intéressantes? Et deuxièmement, est-ce que le grand contournement ouest de Strasbourg, éminemment contesté, mais qui est lancé maintenant, sera une route intelligente, avec du covoiturage, avec l'autopartage? Alors, est-ce qu'elle sera connectée? D'abord, sur la première question, on a effectivement expérimenté à plusieurs reprises, notamment un véhicule qui s'appelait Navia, qui était autonome, mais de façon expérimentale, on va dire. Donc, on rejoint ici ce que je disais tout à l'heure sur l'affichage, sans doute nécessaire, mais on n'est pas aujourd'hui dans une hypothèse où la semaine prochaine, on aurait des véhicules autonomes qui viendraient se mêler à la circulation automobile classique. Donc je crois qu'on avance. Il y a d'ailleurs une entreprise locale qui s'appelle l'entreprise LOR qui fait prépare le e-Cristal, donc le véhicule autonome connecté, une navette autonome, voilà. On est plutôt en avance dans ce domaine-là, mais je pense qu'il y a encore bien du chemin à faire, mais je parle sous ton contrôle. Sur le grand contournement ouest, c'est un débat de 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, le débat existe toujours, mais les travaux sont en cours et j'ai le souvenir du débat qu'on avait eu sur la réintroduction du tramway à Strasbourg. Vous n'allez pas, M. Ries, entrer dans le 21e siècle avec un instrument du 19e siècle, c'était à peu près ça, quoi, voilà. Et le débat s'est arrêté le jour où les travaux ont commencé, évidemment. Parce qu'à ce moment-là, on ne regarde... Pardon ? Ça risque d'être la même chose. Je pense que ce sera la même chose. Enfin, c'est déjà en train de se faire. À partir du moment où les travaux ont commencé, on ne regarde plus en arrière sur comment on arrête le projet, on regarde en avant comment on optimise l'investissement qui est consenti. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. Alors, de là, techniquement, j'ai le sentiment que c'est plutôt une autoroute classique,
malheureusement, et c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'elle sera quand même un tout petit peu plastique. Ok. Damien Pichereau, sur ces sujets de connexion concrète entre les routes et véhicules. Oui, alors plus globalement, pour moi, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des défis de la route. C'est quelque chose d'important. Et pour moi, il y a 3 défis principaux. Le premier, c'est la sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des reproches qu'on fait à la route aujourd'hui, au-delà du fait que ce soit polluant, et encore, c'est une erreur parce que ça dépend ce qu'on met dessus, c'est le fait que ce soit accidentogène. Donc, on doit aussi miser sur la sécurité demain pour pouvoir aussi redonner du crédit à la route et faire en sorte de mettre en place les conditions pour que la route revienne au cœur des débats. Ça passe en premier lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'entretien du réseau, par le fait qu'on évite les trous, qu'on ait des marquages qui soient visibles. Et tout cela, c'est non seulement un gage de sécurité, mais c'est aussi nécessaire, comme l'a dit Madame la Ministre tout à l'heure, pour la circulation des véhicules autonomes. Le deuxième défi, c'est de voir l'infrastructure finalement comme un support des mobilités innovantes et des mobilités plus durables. Moi, j'ai une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'envisageais éventuellement d'acheter un véhicule électrique. Et je regardais sur mes trajets réguliers ou semi-réguliers le temps que je gagnais ou que je perdais, notamment sur des trajets longs. Et on se rend compte que si on veut aller du Mans à Saint-Christophe-en-Boucherie, qui est un petit village qui est dans le Cher, je mets 1 heure de plus. Je mets 1 heure de plus parce qu'il n'y a pas d'infra au bord de la route pour pouvoir recharger ma voiture et que je dois faire un détour par Châteauroux, un détour qui me fait presque 40 minutes, et je dois m'arrêter pour pouvoir recharger mon véhicule. Donc ça prouve bien là les limites en fait, du véhicule si on n'arrive pas à y associer des infrastructures de recharge et une accessoirisation au final en quelque sorte de notre réseau routier. C'est aussi faire en sorte que la route puisse accueillir les services dont on parle depuis le départ, les services de masse, de mobilité as a service, tels que l'intermodalité, tels que aussi des voies réservées. On peut l'imaginer demain que cette infrastructure routière, elle ait des voies réservées évolutives en temps réel, en fonction du trafic, par exemple. C'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer et ça doit être le rôle de la route pour moi demain. Et en fait, enfin le troisième défi, c'est la connectivité, c'est l'innovation. Là, on parle évidemment du rôle de la 5G qui sera support indéniable du véhicule connecté, du véhicule autonome. Indéniable ou indispensable ? Je pense indispensable, sincèrement, sur les premières auditions que j'ai pu mener en tant que président du groupe d'études sur les véhicules terrestres, mais je pense que Mme la ministre pourrait nous en dire beaucoup plus puisqu'elle a énormément travaillé là-dessus, mais pour moi, ça sera indispensable ou quasi indispensable, en tout cas au développement du véhicule autonome notamment. Et puis également, dans le cadre de l'innovation, de sortir justement de la passivité de la route. Ce que je disais tout à l'heure, la route qui est un support, qui est une bande de roulement où finalement arrivent les véhicules, on peut très bien imaginer que demain, elles produisent de l'énergie. On a des expérimentations qui sont déjà en cours, dans le Perche notamment encore, hein, on ne cesse d'en parler ce matin, de la route solaire à Tourouvre. On attend de voir avec grand intérêt les premiers retours sur le long terme. On nous parle aussi de routes en test piézoélectriques qui, pareil, permettent de aussi sortir de l'énergie. Ça peut être aussi un vecteur de production énergétique. Donc, pourquoi pas, il ne faut rien se limiter pour que, justement, on puisse remettre la route en adéquation, en tant qu'infrastructure, en adéquation avec la mobilité.